Bien, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Comment en sommes-nous arrivés là? Le recours à la loi spéciale est rendu nécessaire par l'échec du CMP non conclusive qui traduit l'échec de votre gouvernement et de votre budget. Je ne le cacherai pas, il est heureux que ce budget ait échoué, que cela n'ait pas fonctionné, pour reprendre l'expression du Premier ministre lors des QAG, tant il était mauvais pour le pays qui souffre déjà de votre politique. Elle est aujourd'hui minoritaire et a été maintenue sous respiration artificielle par une partie de l'opposition qui a empêché la censure du gouvernement Bayrou, puis du vôtre, et empêché ainsi un retour salvateur aux urnes. C'est bien là ce qui fait durer le désastre économique et social du macronisme. C'est d'ailleurs, Monsieur le ministre, à cette accoutumance-là, celle du gouvernement minoritaire, à laquelle il convient de ne pas s'habituer. Bilan désastreux, oui. Selon Eurostat, depuis 2017, la situation en France se dégrade d'une manière unique en Europe. Nous sommes devenus champions d'Europe de l'augmentation de la pauvreté, du nombre de ménages qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, des besoins de santé non satisfaits pour des raisons financières. Et depuis 2017, nous sommes sur le podium européen de l'augmentation du nombre de personnes vivant dans un logement insalubre ou une passoire thermique. En France, aujourd'hui, un riche vit 13 ans de plus qu'un pauvre, d'après les dernières données de l'INSEE, suite à un accroissement de cet écart depuis 2017. Et l'échec économique est cuisant. Vous annonciez relancer l'industrie, attirer les investissements, lutter contre le chômage, réduire les déficits. Vous avez tout raté. La ministre Montchalin dit que la loi spéciale causerait du chômage et des faillites. Non seulement c'est faux, mais en plus de cela, rappelons que c'est votre politique qui cause tout cela. La part de l'emploi industriel manufacturier est tombée à 13,5% en 2025. Les derniers chiffres de la CGT publiés il y a quelques jours recensent 483 plans sociaux et 107 000 emplois menacés ou supprimés. Ce budget que vous défendez, c'est en réalité un budget irresponsable, un budget qui ne correspond ni au moment de l'histoire, ni à l'état du monde. La catastrophe écologique menace nos existences. Le coût des catastrophes climatiques est passé de 50 milliards de dollars par an à 250 milliards entre les années 80 et aujourd'hui. Mais vous baissez de 3 milliards les budgets écologiques alors qu'ils devraient augmenter de 30. Dans le monde, les États-Unis restructurent l'ordre international au service de leur intérêt et notamment de leur industrie. Ils ont produit et exporté en 2024 pour 140 milliards de dollars de matériel militaire dans le monde, selon l'Institut Bruegel. Mais vous bradez notre souveraineté dissuasive avec Vancorex et conventionnelle avec les forges de Tarbes. Et l'Allemagne va s'endetter de 512 milliards d'euros pour devenir la première armée conventionnelle en Europe. Ce n'est pas pour me rassurer. Et je ne souhaite pas, en France, relancer l'industrie à partir de la seule production d'armes. Mais ce que je retiens, c'est que les Allemands arrivent à trouver les moyens pour financer leurs priorités politiques et relancer ainsi leur industrie. Vous dites qu'ils le font parce qu'ils le peuvent. Vous admettez qu'ils ont raison de s'endetter pour investir dans leurs priorités. Mais vous ne le faites pas en France parce que vous refusez d'aller chercher des recettes en renonçant aux cadeaux fiscaux consentis depuis 2017 aux ultra-riches et aux très grandes entreprises. Pourtant, la Cour des comptes reprochait début 2025 une politique, je cite, de baisse de prélèvements obligatoires non financés qui dure depuis des années. Il est donc temps de faire payer équitablement des impôts aux ultra-riches qui ont tant bénéficié des largesses fiscales du macronisme sans qu'aucun effet positif ne s'en fasse ressentir, hormis leur propre enrichissement. La suppression de l'ISF, un impact nul sur l'investissement des entreprises et pas d'effet décelable sur le niveau d'emploi et de masse salariale, selon France Stratégie, au prix d'un rendement divisé par 2,5 lors du passage à l'IFI. La flat tax, elle n'a pas pour principale fonction de financer de nouveaux investissements, selon l'Institut des politiques publiques. Ou encore le pacte Dutreil, symbole au fond de votre politique qui coûte cher, qui n'atteint pas son but et en réalité un outil d'optimisation fiscale agressive pour les ultra-riches. Vous nous imploriez pendant les débats de ne pas y toucher avant qu'il ne soit évalué. Eh bien, depuis un mois, il est évalué par la Cour des comptes. Résultat, vous nous disiez qu'il coûtait 500 millions d'euros. Il en coûte en fait 6 milliards par an, soit la moitié des coupes budgétaires imputées à l'État.
Vous nous disiez qu'il est essentiel à nos entreprises familiales. Il n'a en fait que des effets mitigés et peu discernables, selon les propres mots de la Cour des comptes. Vous nous disiez qu'il bénéficie aux PME industrielles, mais selon la Cour, il est en fait fortement concentré sur les grands groupes et ne bénéficie que minoritairement à l'industrie. Tous ces cadeaux fiscaux que vous refusez de toucher ne fonctionnent pas et coûtent à la société l'argent qu'elle a besoin d'investir dans les services publics. Pire, vous faites payer le déficit ainsi créé à tous les Français. Alors qu'on ne vienne pas nous demander de consentir à prolonger un peu plus la catastrophe. Oui, ce budget a été à ce stade rejeté parce qu'il est mauvais. Si quelqu'un ici porte une responsabilité, c'est le gouvernement. On ne saurait faire porter la responsabilité première aux parlementaires. Le prétendu renoncement au 49.3 sert d'ailleurs à rejeter la faute sur l'Assemblée nationale, alors que le gouvernement sait bien que s'il y renonce, c'est parce qu'il y aurait eu autant de risques de censure. Et que si ce gouvernement chute, le pays regardera vers l'Élysée. À cette heure, il paraît d'ailleurs nécessaire, en vous entendant, de vous rappeler que le renoncement au 49.3 et aux ordonnances n'expire pas le 31 décembre. En 2026, si vous y recouriez, vous affronteriez de même la censure. À ce stade, nous avons donc réussi à faire échec à votre budget. Nous avons donc besoin de la loi spéciale pour que le pays continue de fonctionner par responsabilité républicaine, et évidemment, je ne m'y opposerai pas. Je regrette toutefois que la présidente de l'Assemblée déclare irrecevable un amendement pourtant adopté en commission ce matin et qui aurait épargné, en indexant le barème d'impôt sur l'inflation à 200 000 foyers qui gagnent moins du SMIC, de se retrouver à payer l'impôt sur le revenu. Mais cette mesure, comme d'autres, reste possible si une loi fiscale est déposée en janvier. J'invite par ailleurs à ne pas dramatiser ce que veut dire la loi spéciale pour notre pays. Ne jouez pas aux apprentis sorciers en fabriquant de toutes pièces des moyens de pression qui suscitent au pays une inquiétude inutile, mauvaise pour l'économie comme pour les entreprises. Je tiens à ce que ce soit clair, la France aura toujours un budget. Le seul scénario où un pays n'a pas de budget, c'est le shutdown à l'américaine. Ce scénario n'existe pas en France, notre loi spéciale l'en empêche. La loi spéciale est un budget de secours, temporaire soit, mais elle est bien un budget puisqu'elle permet, je cite, d'ouvrir le minimum de crédit que le gouvernement juge indispensable pour poursuivre l'exécution des services publics et qu'elle reproduit le budget, je cite encore, dans les conditions qui ont été approuvées l'année précédente par le Parlement. Tout ce qui était possible en 2025 est donc possible en 2026. L'article 45 est de ce point de vue limpide. Et vous parvenez bien à trouver des exceptions puisque la ministre, et j'en suis d'accord, a décidé qu'un plan de vaccination contre la dermatose serait possible en 2026. La loi spéciale est un objet trop politique, trop peu identifié pour qu'une jurisprudence suffisante justifie votre aplomb à affirmer sous l'apparence de la technicité ce qu'il serait possible ou non de dépenser. L'an dernier, avec la circulaire Barnier, la mise en réserve de certains crédits, l'empêchement de certaines dépenses, vous avez forgé une interprétation de la loi spéciale qui est la vôtre. Si le pouvoir réglementaire vous échoit, il ne vous appartient pas, en revanche, de déguiser vos décisions discrétionnaires en fatalité technique. Je l'ai dit, la loi spéciale autorise à reproduire à l'identique les dépenses faites en 2025. Vous choisissez de limiter drastiquement cette possibilité. Ce n'est pas du droit, c'est de la politique. Cessez donc d'utiliser ce prétexte de manière infantilisante pour faire pression sur l'Assemblée afin qu'elle se compromette en adoptant au plus vite votre budget minoritaire, imprégné de l'encre minoritaire du macronisme. Pour nous convaincre que vaudrait mieux un mauvais budget au plus vite que de laisser durer la loi spéciale le temps qu'il faut pour que nous vous imposions un meilleur budget. Nous apprenons aujourd'hui par voie de presse que le gouvernement tiendrait de la main de l'Élysée lors d'accélérer au maximum, malgré l'échec de la CMP. J'informe le gouvernement et l'Élysée qu'une commission mixte paritaire n'échoue pas à trouver un accord afin de respecter la trêve des confiseurs. Je le répète, une CMP non conclusive marque un échec du gouvernement sur son budget. L'exécutif ne peut donc pas faire comme si le Parlement n'était qu'une mouche qui vole près de son œil, qu'il conviendrait désormais de chasser en le faisant plier à vos exigences. Depuis le mois d'octobre, l'Assemblée a fait œuvre utile en faisant échec aux nombreuses mesures iniques que vous défendiez. 6,5 milliards d'euros d'économies abusives ont été battus. Je parle ici de désindexer l'impôt sur le revenu, de ne pas faire payer les économies sur les indemnités
des malades du cancer, de réduire l'abattement sur les retraites ou encore de faire exploser le titre des séjours et de demandes de naturalisation. Lorsque votre budget reviendra en janvier, nous continuerons donc à le combattre, car une opposition ne vaut pas seulement quand elle s'entend avec vous, mais quand elle s'oppose, suivant ainsi le mandat que le peuple lui a donné. Tant il est vrai que le seul compromis que vous acceptez sur vos bases, dans l'espoir de faire passer par la fenêtre, la politique budgétaire rejetée par la politique du suffrage universel. Vous l'avez compris, pour 2026, l'idée n'est pas d'édulcorer vos budgets, mais de défendre coûte que coûte les mesures qui sont nécessaires et vous faire reculer au maximum sur les vôtres, comme nous l'avons fait en 2025. Et pour cela, la population peut compter sur nous. Merci.